Bonsoir à tout le monde et bienvenue à cette émission donc en direct qui est une émission qui s'inscrit donc dans la mobilisation pour la moralisation de la vie bancaire. C'est ainsi que nous avons décidé de l'appeler et que nous avons lancé en juillet 2017 de l'année dernière donc. Donc il y a une pétition que nous avons lancée et j'espère que nombreux sont ceux qui l'ont déjà signée ou qui vont la signer. Pétition donc pour la moralisation de la vie bancaire. Et qui est conçu comme un soutien à désormais 350 citoyens et citoyennes de notre pays qui ont été voir déjà leurs députés ou leurs sénateurs pour discuter donc d'une proposition de loi que nous avons également ici. Une proposition de loi donc pour la séparation stricte des banques. Et j'ai l'honneur ce soir de recevoir deux personnes qui ont participé à la rédaction de cette proposition de loi. Donc Monsieur Pierre-Henri Leroy et Monsieur Karel Verreken. Je vais prendre 2 minutes pour les présenter juste après. Mais donc, cette mobilisation, elle doit passer à s'accélérer. Donc là, on a 150 élus qui ont été rencontrés à ce jour et on doit viser 400 à 500 députés rencontrés pour la fin de la session parlementaire, donc pour juin-juillet de cette année. Donc cette émission, c'est l'idée de donner du grain à moudre, des arguments et des éléments de réponse par rapport aux contre-arguments qu'on peut entendre contre la séparation des banques. Donc ce soir, j'accueille donc Monsieur Pierre-Henri Leroy, qui est ancien banquier, qui est expert financier, également le fondateur donc de Proxinvest, je crois en 1995. Oui. Voilà. Donc qui est un cabinet d'analyse et de conseil donc dans le vote des actionnaires. Et je reçois donc Karel Verreken, qui est, bonsoir, vice-président de Solidarité et Progrès, et donc, comme je disais tout à l'heure, l'un des co-rédacteurs de la proposition de loi pour la séparation stricte des banques. Modestement. Modestement. Voilà. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, donc sachez que là, on reçoit vos questions en direct, donc je vais les prendre en compte sur cette tablette et les poserai au fur et à mesure où elles me parviendront. Mais je voulais commencer d'abord par un peu le contexte dans lequel cette discussion va avoir lieu sur la séparation des banques. C'est le décrochage d'un certain nombre de bourses occidentales donc début février, qui fait dire à certains dans le milieu politique, certains dans les milieux financiers, que c'est le début de la fin du système financier tel qu'il fonctionne actuellement, ou du moins les prémices d'un nouveau krach bancaire pire que 2008. D'abord, je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez et quels sont selon vous, les points faibles du système financier actuel. Peut-être Karel pour commencer. Oui, donc d'abord, je pense qu'il faut clarifier ce qu'on entend, parce que généralement on entend le mot krach partout et en fait on mélange ce qui peut être un krach boursier, qui peut se transformer éventuellement dans un krach bancaire et qui ensuite, par ses répercussions, comme en 29, où les banques en fait avaient dans leur bilan énormément d'actions, donc si la valeur des actions chutait en bourse, du coup ça provoquait donc une série de faillites, des faillites en série au niveau des banques et évidemment réduisait la capacité de l'économie, en 29 je parle, de pouvoir disposer de financement et donc se transforme en véritable krach économique global. Donc c'est de ce point de vue-là, je dirais même que je souhaite un krach boursier, parce qu'on a un système boursier qui est totalement déconnecté de l'économie réelle, et que notre souci, donc avec les réformes bancaires que nous défendons, c'est de créer une possibilité de mettre à l'abri l'économie réelle, c'est-à-dire les entreprises, les ménages, l'épargne et les dépôts, de les mettre à l'abri de soubresauts possibles et toujours intrinsèques au système, des variations, parce que la valeur des actions, ça va dépendre aussi, c'est des anticipations. Ce qui fixe la valeur, c'est ce que ça va devenir dans le futur, donc forcément il y aura une volatilité qui est intrinsèque au système. Et donc, à l'heure actuelle, donc, nous prenons donc des mesures d'urgence pour faire ce coupe-feu, de mettre Ce pare-feu. l'économie réelle à l'abri de
ce qui peut être extrêmement dangereux, comme c'est montré dans l'histoire. Et de l'autre côté, nous pensons, en disant je pense, qu'il y a eu une telle gonflement donc de ce que Rosa Luxembourg à une époque appelait le capital fictif, c'est-à-dire des valeurs qui en fait ne sont que des chiffres en l'air. Alors si aujourd'hui ça peut arriver, oui ou non, je pense qu'il y a une très grande illusion de penser que maintenant, ça y est, le 6 février, il y a eu le mini-crack, et donc maintenant on peut retourner comme avant. C'est un peu comme les gens qui, au moment des tremblements de terre, ne veulent pas voir les signes précurseurs d'un grand tremblement de terre. Très souvent, il y a des petits signes précurseurs. C'est-à-dire que c'est comme un pont qui est au bord de l'écroulement, et voilà, vous pouvez passer encore une fois, et vous pouvez dire, voilà, je suis passé, donc le pont, il est très bon, alors que le pont est au point de l'écroulement. Aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour un énorme choc viendra, parce que le nombre de bulles s'est multiplié. Quels sont les éléments chiffrés qui permettent de juger à un instant T? Je vous ai amené mon petit tableau, là, oui. Ici, donc, c'est pas la Ligue communiste révolutionnaire qui a publié ce graphique, c'est Bloomberg. Là, donc, vous voyez la bulle Internet en 2000, ici. Vous avez la bulle de 2008, subprimes. Et là, j'ai vérifié aujourd'hui, on est plutôt là. Vous voyez, on est à 2700. C'est le Standard & Poor's, les 500, le S&P 500. Donc, une des bourses américaines. Alors, il suffirait de voir ce que fait Monsieur Warren Buffett fait tout le temps, c'est qu'il regarde le ratio entre cours et bénéfices, c'est-à-dire le cours des actions, mais il y a, et Monsieur Leroy me précisera ou me corrigera si je dis des bêtises, il y a le cours des actions, mais il y a la valeur réelle et le profit réel que fait telle ou telle société. Donc quand ce gouffre se creuse, on peut savoir qu'on est dans un système de bulles. Ensuite, vous avez même des super bulles comme Tesla. Je pense que Monsieur Elon Musk bientôt va aller sur Mars, mais en s'attrapant à une bulle financière qui monte, puisque c'est une licorne, c'est-à-dire ce sont les fameuses start-up de la Silicon Valley où tout le monde investit, et ça monte, mais en fait, c'est basé sur un mouvement qui monte. Ensuite, vous avez un énorme problème qui s'appelle la tricherie comptable, c'est-à-dire que tous les banques prétendent qu'ils ont plus de 10% de fonds propres, alors qu'en réalité, il s'agit c'est par rapport à leur actif pondéré, c'est-à-dire le ratio Core Tier 1, qu'on dit par exemple pour BNP Paribas, il y a 11,8. Paribas avec 65 milliards d'euros de fonds propres en 2012, alors que le total des actifs était 1907 milliards, c'est-à-dire ce n'était que 3,4. Donc il y a toute une tricherie comptable grâce aux accords de Bâle qui permettent en fait aux banques de ne pas être correctement capitalisées, et donc on triche sur la comptabilité. Ensuite, vous avez la bulle de la dette des entreprises. Vous avez le shadow banking où il y a 92 000 milliards de dollars. Donc la banque de l'ombre. La banque de l'ombre, c'est-à-dire qu'on a fait voter des directives comme la directive MIF par la Commission européenne, qui permet aux banques d'aller sur des plateformes non régulées. Oui. Donc, et après, on se plaint, Donc c'est des plateformes où il n'y a pas de ce qu'on appelle les gendarmes de la bourse, il y a pas. Et c'est de gré à gré. C'est des marchés non régulés. Ils s'autorégulent. Ils sont supposés de Pleine s'autoréguler. autorégulation des acteurs entre eux. Voilà. D'accord. Ensuite, vous avez des processus comme la bulle de la dette étudiante, qui va bientôt atteindre les 1400 milliards de dollars, rien qu'aux États-Unis. Vous avez la bulle de l'automobile, c'est-à-dire que depuis 2010, il y a eu une hausse de 70% donc de la dette automobile aux États-Unis, où on revient comme dans les années 70, où la durée de la voiture est moindre que la durée du crédit que les gens vont contracter. Et après, vous avez un endettement général par les États, par les banques centrales. Par exemple, dans le bilan de la Réserve fédérale, aujourd'hui, vous avez 1770 milliards de MBS, c'est-à-dire des titres adossés donc à de l'immobilier,
Donc c'est extrêmement risqué. Vous avez la Banque Centrale Européenne qui devient... Ces banques centrales, ça devient presque des bad banks, parce que pour faire tenir le système, en fait, non seulement elles injectent cette drogue qui est le quantitative easing, mais en plus, elles prennent en pension, elles rachètent des titres de plus en plus... des parties énormes de titres avec de qualité moindre, qui fait que là aussi, on atteint probablement des limites. Donc, toutes ces conditions, disons, alors qu'en même temps, si vous prenez les grands paramètres de l'économie, c'est-à-dire la croissance du PIB, la hausse, la productivité globale des facteurs, les salaires, etc., vous avez l'économie réelle est en baisse, alors que cette montée donc de la sphère financière, elle monte, et donc forcément il y aura un moment où ce sera absolument intenable. Alors ça peut être la faillite d'AIG comme en 2008, parce qu'après tout on a sacrifié Lehman Brothers pour sauver AIG, entre autres. Ça peut être une annonce, comme on annonce que les salaires vont augmenter aux États-Unis, donc on va anticiper que ça va provoquer l'inflation, donc il faut augmenter les taux, et si les taux montent, évidemment la valeur des obligations va chuter, et vous avez toute une imbrication, et c'est l'autre problème de cette cartélisation de la banque, c'est que c'est pas juste les bulles, mais c'est l'interconnectivité, c'est la taille, et c'est un système complètement globalisé, intégré, qui fait qu'à la fin c'est un battement de papillon qui peut renverser l'éléphant. Justement, vous avez ces différents éléments en partie chiffrés qu'on voit derrière et que vous pouvez retrouver sur notre site Solidarité et Progrès. Vous avez les visuels qui donnent quelques éléments pour se repérer là-dedans. Et vous, Monsieur Leroy, quels sont selon vous les points de faiblesse du système actuel ? Écoutez, j'aurais gardé le sourire d'abord parce que oui. Après ce que nous a dit Karel, il y a vraiment, c'est dur, hein, parce qu'effectivement là, vous êtes un doomsayer, comment est-ce qu'on dit, je sais pas comment on dit, mais le fond de la chose, c'est que en fait, paradoxalement, je suis d'accord avec pratiquement tout ce que vous avez dit, sauf sur une chose. C'est que vous avez dit que vous souhaitiez ce crack, et là, provocateur. Là, je trouve que c'est même pour vous faire plaisir, je ne le souhaite pas. Alors que je trouve qu'il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites qui sont tout à fait fondées. C'est une phrase que j'ai malheureusement pas finie, mais je veux dire, on peut souhaiter un crack sous condition, c'est que nous qui l'organisons, et que c'est pas les cracks qui s'imposent à nous. Quelle horreur. Mais c'est nous qui imposons une réorganisation du système. Il faut pas souhaiter un crack, non, il faut vraiment pas souhaiter un crack, non, il faut souhaiter simplement que nous puissions éviter ce crack en réformant avant. Alors là, il y a beaucoup d'espoir. Je reconnais que nous sommes très très optimistes parce que c'est pas parti pour, hein. Donc, je suis d'accord. Mais le fond de la chose, c'est que je suis tout à fait d'accord avec les éléments d'analyse que vous avez développés, Karel. Vraiment. Par contre, c'est très difficile de dire si effectivement c'est spécifiquement cette petite baisse qui est le signe annonciateur immédiat, etc. C'est extrêmement compliqué de savoir à quel moment ça va intervenir, mais c'est vrai que dans vos propos, il y a beaucoup de choses qui sont totalement justes, qui sont frappantes. Bon, vous avez montré un graphique qui présente l'évolution des cours de marché depuis 20 ans, et c'est vrai que les cours de marché depuis 20 ans ont progressé de façon assez remarquable. Mais si vous ramenez en fait l'échelle sur les 20 ans, c'est pas tant que ça, parce que là vous avez présenté une concentration du temps, si vous voulez, ça c'est dramatique, mais si vous êtes allé là différemment vos années, vous aurez quelque chose de beaucoup plus tranquille. Moi, ce que je crois, si vous voulez, sincèrement, Karel, je vous le dis en toute sincérité, parce que je pense que ce qu'a dit Rosa Luxembourg sur le capital fictif est assez vrai. D'abord, faut pas dramatiser de façon excessive sur des signes de marche, des cours de marché d'un moment donné, parce que ça n'a pas de sens, ça ne reflète pas la réalité, et donc ça ne reflète pas la réalité, vous l'avez dit aussi par ailleurs, et donc faut pas non plus traduire une espèce de petite bulle de 5% comme l'annonce immédiate d'un déclenchement du déséquilibre. Mais c'est vrai que nous sommes dans une situation qui est compliquée, parce que vous avez raison de dire qu'il y a une multiplication des signes financiers et monétaires par rapport à une activité réelle qui est plus modérée, une explosion colossale, vous l'avez fait du fait de l'intervention des banques centrales depuis
2008 pratiquement pour faire simple. Hein. Bon, ça c'est extrêmement vrai. Vous avez une situation qui est tout à fait interconnectée. Alors c'est aussi un avantage. Faut être réaliste. Il y a une activité. Là où je suis pas d'accord avec vous, c'est que je pense qu'il y a par contre une reprise réelle des échanges physiques et que c'est cette reprise réelle des échanges physiques qui va peut-être provoquer éventuellement un élément d'inflation, etc. Mais elle est réelle et réjouissante. Qu'il y a une reprise aux États-Unis objectivement. Faut pas, c'est pas parce que Trump est un président épouvantable pour beaucoup de défauts qu'il faut pas se réjouir de la reprise américaine. C'est une très bonne chose qu'il y ait une reprise. 40% la Chine, hein. C'est Oui, croissance mondiale. vrai. C'est une question qui est posée raison. via le live. C'est qu'est-ce qui, pour reprendre votre terme, vous êtes défenseur de la séparation des banques. Bien sûr. En quoi elle décomplexifie la situation? Alors, si vous voulez, pourquoi je suis totalement partisan de cette réforme, c'est tout à fait différent. Séparation entre banque d'affaires et banque de dépôt et de crédit. Je n'apporte pas le problème du point de vue de la solvabilité. Pas du tout. C'est pas du tout mon sujet. Mais vous avez raison de vous préoccuper de la solvabilité. Vous avez raison de me dire, est-ce que c'est pas une meilleure façon d'éviter qu'il y ait des bulles à l'avenir? Bon. Je comprends très bien cette idée-là. Mais moi, je viens d'un autre point de vue. Je dis, nous voulons avoir un système financier responsable et efficace. Oui. Et le système financier que nous avons aujourd'hui est totalement inefficace et totalement irresponsable. Donc, il y a toutes les raisons pour le réformer, le faire réformer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'il est absolument anormal et dramatique que les États aient accepté de laisser aux banques le droit de tout faire en leur laissant la garantie la garantie de l'ensemble de la communauté. Ce qui est absolument abominable dans la gestion de la crise de 2008, c'est qu'on a socialisé les pertes et on a privatisé les profits. C'est une chose affreuse. Et ça a été fait de façon massive. On a enrichi des gens qui étaient déjà très riches pour, soi-disant, sauver un système qu'on aurait très bien pu sauver en se débarrassant de ces gens et en évitant, par contre, en indemnisant les petits déposants. Parce que c'est évidemment ce que l'on aurait dû penser, mais les banquiers centraux que nous avons, les ministres des Finances que nous avons, il faut être très dur, il faut être réaliste. Nos députés se sont contrefoutus, véritablement, de l'intérêt des petits déposants. Leur obsession, ça a été de dire, on va donner de l'argent aux banquiers et les banquiers vont résoudre le problème. En réalité, les banquiers ont reçu de l'argent pour résoudre leurs problèmes et on a mis la Grèce à zéro, etc. Enfin, donc, si vous voulez, le système financier bancaire aujourd'hui est un système totalement vérolé, profondément imbriqué dans des rapports avec l'État qui sont très malsains, et je suis partisan de la séparation par les actifs. Ça, c'est une séparation spécifique de la banque que je propose, mais que vous défendez tout à fait. Et pourquoi? D'abord parce que c'est un système plus juste, plus calme et plus efficace. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est pas seulement parce que c'est aussi un système plus solide. Le système solide, effectivement, est souhaitable. On est tout à fait d'accord. Mais ma préoccupation, c'est l'efficacité et la justice. Alors justement, j'ai un peu pour poser une question à rebrousse-poil et ce qui correspond aussi à ce que des internautes me disent en direct sur le fait que dans la presse, il y a plutôt quelque chose de contraire à la séparation des banques. Et il y a entre autres un article du Figaro du 26 février de Daniel Guinaud, mais il y a plusieurs articles. L'article s'appelle « Est-ce qu'on est à la veille d'un Big Bang bancaire en Europe ?» Alors pas d'un crack bancaire, mais d'un Big Bang bancaire. Et donc je vous lis les premières lignes de cet article, et ça montre que vous êtes un peu à contre-courant avec la séparation des banques. Ah, tu parles. Je cite, « Les autorités de régulation, dont la Banque Centrale Européenne, appellent de leur vœu des fusions entre les banques afin de créer des géants pan-européens, ce qui permettrait de limiter les risques en cas de crise. » Plus loin dans l'article, « Profitons du retour de la croissance et de la stabilité actuelle du système financier pour créer ces géants de la banque. » Donc vous avez des gens qui prônent la fusion des banques plutôt que la séparation des banques. C'est le Figaro, qui est même un organe de droite, qui est en train de proposer la grosse banque des soviétiques. Voilà, c'est absolument après la grosse coalition, la grosse banque. C'est d'une connerie, mais excusez-moi, mais il faut être de temps en temps, vous êtes excusé. C'est pas très gentil ce que je veux dire, mais c'est une vieille thèse. La thèse classique de nos banquiers, de Michel Pevro, c'est qu'il faut faire gros pour être fort. Voilà. Alors, il faut faire gros pour être fort. Bon. Alors ça, c'est un argument que tout le monde peut, n'importe quel crétin peut avoir en disant, je veux avoir la plus grosse parce que, voilà, c'est tellement humain que c'est d'un primitif total.
la problématique est la suivante, il s'agit du financement de l'économie, et chacun sait que plus une économie est étatique, et plus c'est le bordel. Excusez-moi, les Chinois heureusement l'ont compris, et ils ont été remarquables là-dessus, ils ont tout de même réussi magnifiquement, je dois dire, à privatiser une très grande partie de leur économie, alors qu'on ne croyait pas capable de le faire. Et le Figaro est en train de proposer exactement l'inverse. Oui. Cette espèce de personnes que vous avez citées, là, nous propose de fusionner toutes les grandes banques, pour comme ça, il n'y aura plus de problème. Alors ça sera très bien. On les rendra fonctionnaires, j'espère qu'ils seront moins payés, parce que, je veux dire, là, il y a un problème de fond. C'est que le type qui a écrit cet article, je ne sais pas s'il a pensé au problème de déficit public vers lequel on va, parce que s'il s'agit de rémunérer les banquiers comme ils l'entendent, ça marchera pas. Non, le fond de la chose, c'est que c'est une très 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 mauvaise idée. C'est exactement à l'inverse de ce que nous proposons. Exactement. Ce que nous proposons, c'est l'exact au contraire, opposé. c'est l'éclatement, l'efficacité par l'éclatement. Et d'ailleurs, si vous me permettez, la scission, qui est le cœur même de la proposition, si vous voulez, Oui. ça consiste à dire il faut que les activités soient séparées capitalistiquement parlant, c'est-à-dire que les banquiers soient les vrais banquiers qui font du dépôt et du crédit et du change, et les marchés du dépôt et du crédit du change, ça ne me dérange pas, il faut qu'ils gardent ces activités, qu'ils soient d'un côté et qu'ils soient protégés par l'État et la collectivité, c'est très bien. Donc la fonction noble de la banque, le dépôt, le crédit, il faut la sauver et il faut l'isoler complètement. Et tout le reste, excusez-moi, mais les activités de gestion d'actifs, les activités d'assurance, les activités de location de voitures, les activités de, je sais pas moi, enfin, l'immobilier, l'activité immobilière colossale de nos banques, les activités de téléphone de nos banques, parce qu'elles font du téléphone, d'informatique de nos banques, tout ça doit être privatisé, tout ça doit être détaché de la protection de l'État, tout ça doit être séparé des banques, parce que ça sera infiniment d'abord plus juste pour l'ensemble des marchés. Je trouve absolument dramatique de penser que les promoteurs immobiliers se plaignent pas de voir BNP Paribas avec les garanties de l'État leur faire concurrence. Je comprends pas que les loueurs de voitures privées qui réussissent encore à fonctionner, c'est extraordinaire. Il y en a alors que vous avez des banques qui sont là-dedans avec les garanties de l'État et qui, mais faut vraiment qu'ils soient mauvais les banquiers, parce que franchement avec les garanties de l'État ils auraient dû ratisser tout depuis longtemps, mais ils sont très mauvais. Rassurez-moi, ils sont très mauvais. Il y a encore plein d'agents immobiliers. Si vous dire si les banquiers sont mauvais. Mais le fond de la chose, si vous voulez, c'est que il est absolument indispensable de remettre de l'ordre dans l'économie des services. Nous ne voulons plus faire des travaux primaires d'extraction et très bien, physique, bon, très bien, mais il va falloir faire des services. Et il faut que l'économie des services soit une économie privée juste, compétitive, juste. Aujourd'hui, il faut donc absolument détacher l'activité bancaire, qui est une activité importante, mais qui n'est plus faite. Ce qui est dramatique aujourd'hui, ce qui est préoccupant, c'est que nos banques savent très très bien financer M. Drahi pour 50 milliards, avec son groupe SFR, son groupe de bulles, là, parce que là, les valeurs sont très... Mais par contre, ils sont absolument incapables de répondre positivement à quelqu'un qui a un projet d'entreprise modeste, un petit commerce, une petite activité d'artisanat, et ben le banquier n'est pas là. Parce que malheureusement... Il y a un internaute qui me dit, enfin qui vous dit ou qui vous répond, demain j'irai chercher mon poisson chez mon banquier. Ah non, parce qu'ils sont même pas idiots. Il sera frais au moins. Ils veulent pas salir les mains. Ils veulent pas salir les mains. Ils restent tout de même le banquier reste tout de même dans des activités de service. Ça des boîtes de service. Les banquiers n'iront pas faire ça. Mais les banquiers sont effectivement dans tous les services à domicile, les services de surveillance, les services de... Et l'assurance. Oui, enfin, ils font la prévoyance, etc. Bon, mais n'exagérons pas, ils sont pas si mauvais que cela, mais ils sont pas très bons, et surtout, ils interviennent dans ces marchés avec la protection de l'État, ce qui est profondément injuste. Donc, si vous voulez, je pense que la préoccupation de justice, nous devons l'avoir, nos députés doivent l'avoir, et doivent se poser des questions réelles. Donc ça, c'est pour moi un sujet absolument essentiel. Dans le domaine des marchés financiers, on veut aujourd'hui, les banquiers ne veulent plus faire de crédit, je vous l'ai dit, et c'est vrai qu'ils sont assez médiocres, et ils disent tous, maintenant c'est les marchés qui vont faire le crédit. Bon. Oui, ça on en reviendra. J'ai une question là-dessus tout à l'heure. Or, qui m'est parvenue. Ce qui est absolument affolant, c'est que nos marchés sont faits uniquement pour servir. La régulation de nos marchés est faite pour servir les très gros, et se préoccupe pas non plus de la protection des épargnants. Alors, rien du tout. Vous avez un banquier qui vous vole votre argent, vous êtes foutu, mon vieux. Il y a pas de possibilité, il y a même pas de possibilité de vous plaindre, parce que de toute façon, la class action a été réservée
enfin, les banquiers ont été protégés de la class action par monsieur Jacques Chirac quand il a introduit la class action, enfin. Bon. Donc, si vous voulez, il n'y aura pas de possibilité. Donc, si vous voulez, on a une situation, là encore, d'injustice profonde. Et c'est malsain. Donc, il faut absolument que les banquiers soient retirés de leur position hégémonique sur les marchés financiers. C'est une chose que je souhaiterais. Fort bien. Voilà. Rapidement, Karel, est-ce que il y a des questions par rapport au fait qu'en Islande est expérimentée la séparation des banques, en Chine il y a toujours la séparation des banques, même si dans des cultures différentes, dans des pays où les proportions sont différentes que la France, etc. En quoi, quel parallèle on peut faire sur la faisabilité quelque part de cette séparation des banques, puisqu'il y a des pays comme l'Islande et la Chine où c'est déjà le cas. Comme toujours, comme toute chose, c'est vraiment une question de volonté politique et les Islandais, déjà ils ont été traités comme hedge funds, ils étaient gérés par des banques anglaises et hollandaises qui ont utilisé l'Islande pour faire de la spéculation, jusqu'au jour où ça leur plaisait plus et où ils ont demandé que tout le monde paye la facture de là-bas pour les banques qui étaient ailleurs. Donc, bon, c'est des petits pays, hein, donc il y a eu un sursaut national. C'est un pays manifestation. En plus, c'est un pays qui a pu dévaluer sa monnaie et qui a donc eu tout un plan de relance, notamment de la pêche. Mais bon, c'est anecdotique, ça peut pas être un modèle pour nos grands pays. Mais c'est vrai que c'est un exemple de mobilisation populaire. Ça, oui. Et aussi des dirigeants ça veut qui dire, ont fait face à la réalité. Oui, ça veut dire qui aussi ont que a mis la réalité sous le tapis. Si les gens se battent, disons, c'est une leçon de courage de citoyens et de citoyennes qu'il faut saluer. En Chine, c'est différent parce que c'est quand même un État qui a, dans chaque entreprise et dans chaque banque, il y a des représentants du Parti communiste qui est au-dessus du gouvernement. Donc, de fait, ils ont fait ce que nous, on n'a pas fait. C'est parce que, même au moment de la libération, on avait mis un commissaire dans chaque banque pour, quand même, dans les banques d'affaires, avec la loi de décembre 45, il y avait un représentant de l'État, y compris dans les banques d'affaires, qui était là pour voir ce qui se passait et éventuellement signaler des dysfonctionnements. Donc, maintenant, à force d'y être, souvent... moi, j'ai un problème là, parce que si vous voulez, historiquement, la banque était très contrôlée par l'État. Vous le savez très bien. Oui. Même au début de ce siècle, c'était terriblement contrôlé. Si on aime la liberté, on n'est pas nécessairement favorable à des contrôles supplémentaires, mais par contre, on est favorable à des responsabilités supplémentaires. C'est très différent. Oui, donc les contrôleurs d'État, Dieu est leur âme, c'est pas le problème. Je n'ai rien contre les contrôleurs d'État. Je pense que certains ont sûrement fait leur métier honnêtement, mais je crois que c'est pas ça qu'on souhaite. Ce qu'on souhaite, c'est un système juste et équilibré et un système responsable. Et c'est vrai que la Chine est un exemple qui est probablement particulier parce qu'on vient plutôt d'un système d'État. Non, si la difficulté, c'est qu'il faut un projet, il faut une mission. Oui. Et ça, c'est au plus haut niveau de l'État que ça doit se faire. Ah, bien sûr, une réforme. C'est-à-dire qu'à l'après-guerre, il fallait reconstruire le pays, il y avait une mission, il y avait la commissariat au plan, donc, puisque l'État, à travers, par exemple, le fonds sur la modernisation de l'économie, donc on créait des comptes dédiés au Trésor, et la Banque de France faisait des avances au Trésor, mais c'était sur un projet, par exemple, de moderniser tel ou tel secteur, il y avait des comités par secteur au Trésor qui étudiait tout un secteur de l'économie et l'agriculteur, je sais pas où, dans le Midi, il allait voir sa banque et la banque disait « Monsieur, je vais voir si votre demande entre dans le référentiel et si le Trésor et la Banque de France donnent le feu vert parce que votre projet entre dans une vision, c'est-à-dire c'était pas la dictature communiste, mais il y avait une concertation, il y avait une vision. L'État jouera toujours un rôle important dans le financement. Regardez, même en 2008, s'il n'y avait pas eu l'État, les boîtes françaises auraient été... honnêtement, il y a eu un apport colossal, il faut le reconnaître. Sarkozy a beaucoup de défauts, mais à court terme, ils ont tout de même mis de l'argent dans la machine. Ils étaient bien forcés, puis ils ont fait jouer des gens qui ont prêté à l'économie alors que les banquiers ne voulaient rien faire. Il ne faut pas l'oublier. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous, il ne faut pas négliger l'État comme acteur. Mais c'est ce que vous avez parlé de responsabilité. Mais je crois quelque chose qui est important aussi à avoir à l'esprit, et je rebondis aussi par rapport aux commentaires qui me parviennent au fur et à mesure.
C'est que quand on place de l'argent dans une banque aujourd'hui en France, notre argent est garanti jusqu'à un certain point. Quelque part, il n'y a pas juste... On dépose à la fois notre argent, mais aussi on dépose aussi une garantie, qui elle est collective. Alors attendez, vous n'êtes pas vraiment garanti, parce que vous êtes garanti tant que vous laissez votre argent sans aucune rémunération. Oui. Et donc, je dirais même, en fait, et même vous payez pour le laisser là, comme vous le savez, Oui. puisque vous avez on est dans un schéma dans lequel la banque s'empresse de vous proposer de placer votre argent sur des trucs qui ne sont pas garantis du tout. Oui, Non, mais en Et 2008, le problème de 2008, c'est qu'on n'a rien demandé en contrepartie. Oui. On aurait pu dire, ok, on vous rend flou, on va vous sauver, Absolument. mais en échange, En échange, maintenant c'est terminé. Mm. D'abord, vous allez nous Ouais. remercier parce qu'on ne va pas vous fusiller, hein, Oui. mais parce que vous le méritez, mais on ne le fait pas parce qu'on est trop Oui, il est dur, humain. il est très dur. Mais en échange, vous allez accepter cette séparation Oui. c'était pas. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Disons, Mais là, on est un s'est chèque en couché. blanc. L'État Ah s'est oui, couché. bah oui. L'État s'est couché devant On est- les problèmes de ses banquiers Oui. et vraiment avec une incompétence absolument remarquable. En Je plus, veux dire. c'était d'une C'est compliqué. vrai. Vous savez, les acquisitions, les fusions-acquisitions, c'est tellement compliqué qu'il y a que les gens qui l'ont fait, Alors- qui connaissent les détails. Aux États-Unis, quand ils ont fait le TARP, ils ont dû aller chercher. Donc ça, c'est le plan de renflouement Oui. au moment de 2008. Américain, oui. Américain. Oui. Et juste parce que l'heure tourne et c'est très intéressant, mais on va continuer. Et il y a, disons, la question n'est pas posée directement dans le live, mais je sais, que pour avoir eu quelques militants qui ont été voir des Oui. députés, on en a rencontré Oui. 150 au jour d'aujourd'hui, que souvent il y a un argument qui revient, qui est peut-être encore plus vicieux que celui qui est évoqué par le Figaro, qui est plus pernicieux. Il faut savoir que donc sur les 150 députés qu'on a rencontrés, il y en a 4 au jour d'aujourd'hui. Une personne étiquetée LR constructif Oui. à Champagne et 3 députés La République en Marche. Oui. Donc je fais un appel aux autres députés du Parti Socialiste, des Républicains, de la France Insoumise, qui sont très revendicatifs, de poser également, alors, comme ces 4 personnes-là, une question écrite à Bruno Le Maire, notre Oui. ministre de l'Économie et des Finances. Et entre autres, je vais vous citer Olivier Gaillard, qui est l'un de ces 4 députés. Donc lui, il est député de La République En Marche du Var, et il pose la question en octobre 2017, après avoir rencontré un militant, donc adressé à Monsieur le Maire. Je cite, « Monsieur Olivier Gaillard attire l'attention de Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances sur l'absence d'effectivité du principe de séparation des banques, de dépôts et des banques d'affaires. Nul ne sait quand éclatera la prochaine crise financière, les prochaines faillites de banques. En l'état actuel, la nation est insuffisamment protégée vis-à-vis d'une telle hypothèse. » Donc ça, c'est quand même intéressant, la prise de conscience de ce député. Et donc, à la fin, il lui demande si son éventuelle intention est de rendre la séparation des activités strictes et effectives, ce qu'on discute là aujourd'hui et ce que nous défendons par ailleurs, ou bien de réformer autrement que par la stricte séparation des activités. Ce à quoi, je ne vais pas vous faire toute la réponse, mais Bruno Le Maire répond que, en gros, messieurs, la séparation stricte des banques, c'est une fausse bonne idée. Parce que, et là je le cite, donc c'est Bruno Le Maire qui parle et qui répond donc à Olivier Gaillard, je cite, « Il est d'autant plus nécessaire de préserver cette capacité des banques françaises à être une interface pour nos entreprises sur les marchés des capitaux, que ces derniers, donc ces derniers marchés capitaux, vont jouer un rôle croissant dans les années à venir pour le financement de notre économie, à mesure que se développe le financement direct par les marchés. » En gros, il est en train de nous expliquer que si vous faites la séparation des banques, vous allez créer un obstacle majeur aux entreprises pour se financer. Donc ma question est, la séparation des banques va-t-elle être un obstacle à nos entreprises pour se financer? Alors moi, là-dessus, je réponds très, très clairement. On voit bien que notre ami Bruno Le Maire est resté au débat qui a eu lieu à l'époque, effectivement, où ça a été mal expliqué ou mal analysé, mais il est absolument pas question pour moi, en tout cas, de séparer les banques au point que l'activité des dépôts-crédits ne puisse pas bénéficier de l'accès au marché. Pour moi, ce qui est très important, c'est que les banquiers restent spécialisés dans le dépôt et le crédit et qu'ils aient tous les instruments de marché pour faire du dépôt et du crédit. Mais ça n'a rien à voir avec le fait de faire de l'assurance, avec le fait de faire de l'immobilier, de faire de l'asset management.
la gestion d'investissement n'est pas une compétence des banquiers. Ils sont très mauvais d'ailleurs. Objectivement, vous savez, il y a eu des travaux tout à fait remarquables qui ont été faits à Bruxelles sur la médiocrité des performances des gestions, qui sont d'ailleurs pour une très grande partie, ce qui est abominable, indexées. Comme vous le savez, les gestions bancaires sont lamentables. Donc si vous voulez, la séparation des banques, c'est pas ça. Et je connais l'obsession de Karine Berger dans ses... Donc l'ancienne rapporteuse écoutez, c'est vraiment un projet de loi sujet que de je connais Monsieur bien. Moscovici, Si vous me fin permettez, 2012 j'ai et fait 2013. 10 Karine ans de financement d'entreprises industrielles Oui. et 10 ans de banque. Oui. D'affaires et commerciales. C'est vraiment un sujet que je connais. J'en connais pas beaucoup, mais celui-là, je le connais. Et sincèrement, le projet de séparation dont nous parlons n'est pas une séparation des activités financières et bancaires. Ces grands groupes doivent rester financiers et bancaires. Ils ne doivent faire que cela. On veut les débarrasser de tout le reste. On veut leur demander de faire ce boulot sérieusement. Ils le font pas sérieusement aujourd'hui, vous le savez très bien. Ils ne financent pas la petite entreprise parce qu'ils sont pas obligés. Ils préfèrent faire du spiel. Ils préfèrent faire du spiel mauvais, médiocre, ou aller financer monsieur Drahi, ou etc. Et donc, ils ont vraiment complètement à reprendre en main leur activité financement. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt pour le développement des entreprises. Mais ils s'en foutent complètement. Ils s'en foutent, voilà. Ils s'en foutent complètement. C'est pas dans leur radar. sujet. Ils prêtent aux États. Ils empruntent à zéro à la Banque centrale pour racheter des bons du Trésor. Enfin, c'est lamentable. Ils font pas leur métier. Ces gens-là ne font pas leur métier. Et je le dis à Monsieur le maire, s'il est sérieux, si c'est un ministre responsable, il doit remettre les banquiers au travail. Et les banquiers français ne sont pas au travail. Alors, peut-être que Karine a une réaction là-dessus. Non, veut remettre les banquiers au travail également. Non, ce que j'ai même vu, c'est que pour les... Parce qu'en fait, notre problème, c'est les 28 banques systémiques. C'est-à-dire ceux qui ont plus de 200 milliards à gérer. Il y en a plein d'autres. Mais, j'ai vu aussi, par exemple, que pour eux, le taux le risque, à la limite, la PME, elle les considère que plus risqué que faire ce que vous dites. Évidemment. Dans l'échelle du risque. Dans l'échelle du risque, évidemment, la PME, c'est risqué. Mais ils ont décrété que le crédit, c'est un truc dangereux. Oui. Non, mais c'est hallucinant. C'est le monde à l'envers. Mais la réforme de 2008 est une chose scandaleuse. Parce que qu'est-ce qu'on a fait? On a sauvé les banques pour sauver, en fait, soi-disant, sanctuariser leur activité de marché. Tu parles, il n'y a rien du tout, il n'y a aucune séparation. Les deux filiales de BNP et Société Générale, je ne connais même pas leur nom, on n'arrive pas à les trouver. On ne sait même pas si elles existent. Elles ont été, paraît-il, créées. Les autres banques n'ont créé aucune filiale. Donc, c'est une loi pour rien. Donc, on a fait une loi pour rien. On parle bien de la loi de Moscovici de 2013. C'est vraiment la loi inutile, stupide, complètement un effet de pure communication médiocre. Bon. Qui était lié au discours de François Ce qui est dramatique, c'est Bourget. qu'on a permis aux banquiers, on a taxé, on a dit, la spéculation c'est dangereux. Et on a vraiment autorisé la spéculation, on l'a même réintégré dans la banque de façon absolument garantie. On a renfloué tout ce monde-là, parce que je suis désolé, cette crise tout de même a coûté au moins 40 milliards à la France, 40 milliards cash, je ne parle pas des avances qu'on a récupérées, je parle de l'argent qu'on a budgétairement payé déjà. Oui. Donc sans parler de tout l'argent que les 600 milliards qu'on a remis dans l'économie, qu'il a fallu emprunter, etc. Ça nous coûte une fortune. Et on a encouragé véritablement tout, sauf le financement de l'économie. C'est-à-dire que l'activité crédit a été taxée, parce qu'en même temps, ils ont remonté les ratios. Ils ont remonté les ratios sur le prêt, qui touchent pas évidemment les risques sur les États. Donc, par conséquent, acheter des bons du Trésor, ça les arrange tout à fait. Ils achètent des bons du Trésor, ça leur coûte rien, comme vous le savez. Ils reprêtent à des banquiers, qui sont les banquiers européens, ça ne dérange pas. Mais le fond, c'est financer l'économie, zéro Tintin Bézef, ils sont pas là. Donc, si vous voulez, le fond de la chose, c'est que cette réforme de 2008 est un scandale total. Et il faut absolument remettre les banquiers au travail, c'est-à-dire cultiver les dépôts, respecter les déposants, respecter les épargnants. Ils ne le font pas. Ils ont absolument, leur modèle est un modèle d'exploitation abominable. Ils proposent des produits qui sont des produits pièges. J'en ai vu encore la semaine dernière, des produits pièges du Crédit Agricole. C'est hallucinant. On voit des produits qui sont vraiment faits pour, excusez-moi de l'expression, c'est pas bien, faut trouver une expression pas vulgaire, pour vraiment escroquer, ben oui, c'est le mot, escroquer le client. Voilà. Alors, on en est là. Donc, si vous voulez, il faut absolument changer ce système et il faut que les banquiers redeviennent des banquiers dignes de ce nom, respectables. Oui. D'où une mobilisation pour la moralisation de la vie bancaire. Moralisation. Oui, ben, peut-être, oui.
Juste, Karel, mais tu pourras répondre également à la question précédente en même temps, mais j'enchaîne avec une autre question en même temps. Quelle a été la genèse de l'écriture de la proposition de loi pour la séparation des banques? C'est-à-dire là, on a parlé de la stupidité, là, on parle de la solution. Quelle était la genèse de cette proposition-là qui, je rappelle, tient sur 6 pages? 8. 8, pardon, excusez-moi. Mais contrairement à d'autres lois qui n'est pas longue, mais qui va à l'essentiel. Oui, mais juste pour conclure, pour compléter, je pense que ce qui est très important pour nous dans tout cela, et là, Pierre-Henri et nous et Jacques Chouinade, on est bien d'accord, c'est que cette réforme, ça doit être la fin de l'impunité. C'est ça, en plus. Parce que justement, le système tel qu'il est fait, et c'est là où c'est vraiment à la limite le pire, c'est pas les actes, mais c'est une culture de l'impunité et de la protection. Et ça, parce que en 2008, il y a personne, il y a plein de gens qui ont fauté, qui ont mérité même la prison. Il y a personne, à part Madoff, qui a été. Et ensuite, voilà, tout ce que Monsieur Leroy a décrit a été fait. Donc pour nous, cette réforme bancaire, c'est pas juste une mesure technique, c'est le début de recréer un nouveau paradigme qui va avec le monde où effectivement on met les banquiers au travail et on finance l'économie réelle pour que les gens puissent créer, travailler, qu'on puisse créer des richesses, avoir un monde pour nos enfants qui soit pas dans l'état où il est. Donc, alors l'origine, c'est effectivement, je me rappelle toujours le jour où on avait été à La Rochelle, Christine Bière, rédactrice en chef de Nouvelle Solidarité, moi-même à l'université d'été du Parti Socialiste, où François Hollande fait son discours donc, de synthèse à la fin de l'université d'été. Août 2008. Et il dit, voilà, une des choses qu'il faut absolument défendre, c'est la séparation des banques. Donc, ah bon? Donc, nous, on avait... Ça fait longtemps qu'on était pour, que depuis le crack de 2008, on avait travaillé, donc, surtout l'époque Roosevelt, le Glass-Steagall, pour Roosevelt, c'était essentiel parce que les gens avaient retiré carrément leur argent des banques. Oui. Quand Roosevelt a fait le Glass-Steagall, il était allé à la radio, il a dit voilà, chers amis, chers citoyens, retournez à la banque, remettre votre argent. Moi, en échange, je coupe les banques en deux et je donne les garanties de l'État pour les dépôts. Dans une situation où, quand il dit ça, on est en printemps 33, 70% des banques sont fermées parce qu'il y a un bank run, comme on dit. C'est-à-dire les gens courent littéralement pour récupérer leur argent. Les banques ne peuvent pas évidemment donner l'argent à tous les gens en même moment. Donc ils ferment rideau, 70-80% des banques. Au moment où il appelle les gens à ramener l'argent, là forcément l'économie réelle elle fonctionne plus du tout. Absolument. Et en même temps il y a un grand programme de création d'emplois, il y a le New Deal, il y a les infrastructures. C'est un plan d'ensemble. Oui. C'est pas juste un bouton, un truc magique, on appuie sur le bouton et tout va mieux. C'est un ensemble. Donc nous on s'est dit ok, il y a maintenant le champ de bataille ouvert donc pour la séparation bancaire. Donc une fois plus il y a eu le discours de Bourget et même quand Montebourg a négocié son adhésion à la campagne de Hollande, il a exigé que la séparation bancaire soit inclue. Ouais, ça je peux vous retrouver la lettre parce qu'elle est accessible sur internet. Donc, alors après il y a eu ce glissement sémantique où au début on disait non on va plus changer. On va plus séparer les banques, mais on va uniquement séparer les métiers. Et après, on a dit oui, mais les métiers, on n'a pas besoin de couper les banques en deux. On peut séparer les métiers à l'intérieur de la banque. Voilà. Donc, on a fini avec ce que vous avez décrit. C'est absolument lamentable. Voilà. Lamentable. Et sur la loi, en plus sur la loi Moscovici, ce qui est encore pire, c'est que, disons, ce qui rajoute l'horreur au mauvais, c'est que le fonds de dépôt, le fonds de garantie des dépôts, en réalité, parce que la loi Moscovici, c'est c'est une somme de plusieurs volets, et un des volets, notamment, a fusionné donc le fonds de garantie des dépôts avec le fonds de résolution bancaire. Parce qu'on dit, cet argent-là, ça dort, le jour où il y a un problème, on pourra prendre l'argent du fonds de dépôt, quand même l'utiliser pour sauver les banques, donc c'est dans l'intérêt des déposants, parce que leur banque sera sauvée, et donc leur dépôt aussi. Donc, par des sophismes de ce genre, on est allé dans vraiment quelque chose de très mauvais. Maintenant, puisque les députés, on s'attendait à au moment de la loi Moscovici, nous on s'est dit, on va y aller. Et donc,
déjà en 2012, donc on a appelé tous les députés. Et les députés, les assistants nous ont dit mais pourquoi vous ne faites pas comme tous les autres lobbies? Nous, on était le lobby pour l'espèce humaine. Bien sûr. Tous les autres lobbies, voilà, ils écrivent un projet de loi et après, nous, on n'a qu'à C'est vrai. le signer. Donc, C'est confortable. donc voilà, donc C'est il faut que préparer le travail en amont. Bien sûr, bien sûr. Bien Donc sûr. du coup, Ouais, on c'est s'est dur, hein. mobilisé entre nous, on a fait un brouillon, on a consulté des gens comme Pierre-Henri Leroy, mais pas seulement, il y en a aussi d'autres, qui nous ont permis donc d'avoir les bons termes et toute l'exactitude, d'avoir c'est pas juste un projet de loi de quelques étudiants sympathiques dans un souterrain, c'est vraiment quelque chose qui est complètement professionnel et qui peut être adopté demain par n'importe quel, disons, c'est prêt à l'emploi pour les députés. Et en plus, effectivement, puisque nous définissons très clairement les principes, parce qu'en fait, ce qu'on voit dans toutes les autres lois sur les réformes bancaires, c'est que sur le fond, on laisse tout faire, mais on va réguler un peu. Alors là, un peu plus, là, un peu moins. Là, on va mettre une chambre de compensation, là, on va, etc. Alors que là, on retourne en fait à des principes de responsabilité, comme vous dites. Voilà. Je pense que du communiste à l'Action française, c'est pas une question politique, c'est une question de... Même un ultralibéral et un communiste peuvent être d'accord que l'homme doit être responsable pour ses actes. Oui. Donc un banquier doit avoir le droit de faire faillite. Absolument. Dans des bonnes conditions pour lui et pour la société. Alors justement, c'est une réaction de Christine sur Internet qui parle donc du MES, du mécanisme européen de stabilité, qui va devenir, dans la proposition qui est discutée actuellement au niveau européen, le Fonds monétaire européen, avec une garantie des dépôts au niveau européen. Et dans ce cadre-là, il y a une directive qui est passée depuis, qui est la directive sur le bail-in, ou le renflouement interne des banques. Alors quand on parle d'irresponsabilité, en tout cas la question est posée, c'est l'idée que lorsqu'une banque a une difficulté, au lieu de faire appel à l'argent venant de l'extérieur, le bail-out, le contribuable venant aider la banque, un renflouement bancaire classique, là c'est le renflouement interne, c'est-à-dire les actionnaires de la banque sont amenés à sauver la banque, et simplement l'épargnant est considéré aussi comme un actionnaire, certes moins important que les actionnaires historiques ou les actionnaires qui ont plus de 100 000 euros, qui n'ont plus un argent qui n'est pas garanti puisqu'il n'y a plus le plafond. Qu'est-ce que vous en pensez de ce bail-in, Pierre-Henri? Si effectivement dans le bail-in il y a l'idée que de toute façon on va faire participer les déposants, je dirais que de la part des États ça prouve véritablement un laxisme supplémentaire, mais on est habitué, si vous me permettez. De toute façon, ça fait depuis longtemps que nos hommes politiques n'assument plus leurs responsabilités. Donc déjà, ils sont endettés, ils nous ont endettés en tant que je trouve ça assez pitoyable, parce que oui, c'est dramatique, parce que si vous voulez, c'est simplement parce que le peuple ne comprend pas, nous ne comprenons pas, parce que ce sont aussi des textes qui sont extrêmement abscons, personne ne les voit passer, ça passe discrètement. En août 2014. Oui, Août 2014, oui, parce que je m'en souviens pas. Mais je veux dire, le nombre de ce genre de textes sont typiquement des textes qui sont adoptés en catimini. Moi, j'étais fasciné de voir que la loi de Moscovici, les députés n'étaient même pas là en commission. Il n'y avait personne dans la commission. Il y avait les directeurs bancaires qui étaient là, qui auraient pu se faire engueuler, mais les députés n'étaient pas là. Moi, je suis désolé de le dire. Les députés, je les ai vus la semaine dernière, ils étaient 50 ou 80 parce qu'on discutait de la rémunération des membres des autorités indépendantes. Alors, ils étaient tous là, je sais pas pourquoi. On parle d'un sujet qui est vraiment pas très important, la rémunération des membres des collèges, c'est pas très important. Bon, c'est un truc, mais bon, c'est pas un sujet majeur. Alors qu'on parle en pleine crise financière, on parle de la réforme bancaire, eh bien, on voit 6 députés. Je trouve ça hallucinant. Donc là, alors c'est peut-être parce que c'est très technique, c'est vrai. Oui. C'est vrai que c'est technique, ça là-dessus je suis d'accord. Et c'est vrai en plus que la partie adverse est très très douée pour enfiler les gens. Mais il faudrait tout de même être très clair. On a affaire à tout de même un repère de voyous, de menteurs et de gens qui font des actes absolument abominables. La série des délits des banques depuis 20 ans est absolument colossale. Si vous regardez le nombre d'amendes qu'elles se sont chopées, et Dieu sait si elles ont eu de bons avocats pour plaider, mais c'est hallucinant. Donc on a affaire à des gens qui sont jugés coupables
de vols caractérisés et massifs, et en même temps, les dirigeants ne sont jamais accusés. Mais jamais. Il n'y a pas un dirigeant de banque qui a été mis c'est dramatique. Ils partent avec des retraites somptueuses. C'est extraordinaire. Le patron du Crédit Agricole qui part, là, après avoir fait une acquisition en Grèce brillante et des investissements somptueux au Portugal et aux États-Unis, 10-15 milliards de pertes, il part avec une retraite de 800 000 euros par an. C'est extraordinaire. Donc, on a affaire véritablement à un schéma qui est très irresponsable, etc. Donc, si vous voulez, l'État là-dessus est pas du tout sérieux. Je suis désolé. J'aimerais que le ministre des Finances soit un vrai ministre des Finances. C'est-à-dire qu'un homme qui ne prenne pas ses ordres chez les banquiers. D'accord, c'est entendu, j'espère que le message sera entendu. Alors justement, vous avez dit, et la question est posée à vous deux, on va donner la parole d'abord à Karel et puis ensuite à Pierre-Henri de nouveau, mais par rapport à ce que vous avez dit, c'est question là de Cédric sur le fait que ce que vous disiez, c'est que la population souvent ne comprend pas, parce qu'il y a un aspect technique, mais souvent elle est complètement débordée. Et il y a quelque chose qu'on lui sert comme un bon petit plat, lui dire, mais regardez le bail-out, donc les renflouements externe où le contribuable français a aidé à sauver nos banques en 2008, ben c'est très bien parce que on a prêté de l'argent ou on a posé des garanties aux banques, mais elles nous ont remboursé avec un taux d'intérêt. Donc au final, l'État... Non mais c'est pas vrai ça. Donc justement, c'est vrai on leur a prêté, on est d'accord là-dessus, on leur a prêté effectivement, je sais plus, 25 milliards, qu'ils ont remboursé, ça c'est sûr, et ils ont payé des intérêts. C'était remboursé. Très bien. Donc, l'État a gagné de l'argent. Non, attendez, par ailleurs, en sauvant les banques. Non mais attendez, faut pas oublier Dexia, faut pas oublier Société Générale, faut pas oublier on s'est endetté pour avancer. Ça nous a coûté tout de même 30 milliards ou 20 milliards, 22 milliards pour les trois banques dont j'ai parlé. Dexia, Société Générale, Natixis, 22 milliards. Donc ça c'est le coût cash. Là, c'est de l'argent qu'on reverra pas. Bon. Aucune garantie, on demande aucune aux mutuelles de BCI, on demande rien, non. Ils ont un système totalement irresponsable, on leur donne de l'argent et ils en font ce qu'ils veulent. Très bien. Donc on les sauve. Bon. Et par ailleurs, il faut qu'on réinjecte des centaines de milliards dans l'économie pour faire repartir l'économie, parce que les banquiers l'ont mis à genoux. Donc il faut la faire repartir. Donc on dépense. Alors c'est comme dans un restaurant où vous avez mangé de la nourriture avariée, on vous dit oui c'est vrai, mais l'eau était potable. Oui, enfin c'est à peu près ça. Mais je veux dire, la réalité, si vous voulez, c'est que dans ces circonstances, c'est vrai qu'on peut plus en vouloir à l'État de faire ce qui est urgent. Ça, c'est louable. Bon. Mais par contre, quelle imprévisible, quelle imprévision. Je veux dire, Sarkozy était ministre des Finances. Il est très incompétent. Il a pas vu venir. Vous l'aviez vu venir, cette crise. Moi, je l'avais vu venir. Je l'ai annoncé. J'ai annoncé dès 2000. Donc c'est très clair, c'est dans le monde, etc. Sarkozy, il a rien vu venir. Mais Madame Lagarde, alors, excusez-moi, alors c'est encore pire, mais bon, mais c'est le fond de la chose, si vous voulez, c'est qu'on a des incompétents. Alors j'espère que véritablement on va changer. On a un banquier président. Alors j'espère qu'il avait passé pas beaucoup de temps chez Rothschild, 2 ans je crois, ou un truc comme ça. Mais on peut espérer qu'ils comprennent que les banquiers sont des gens qu'il faut aussi tenir et qu'il faut aussi, à mon avis, réguler de façon beaucoup plus sérieuse. Oui. Sur le bail-in, je pense qu'il y a quelque part, c'est peut-être un peu aussi la goutte qui peut faire déborder le vase, parce que en fait, quand même, dans l'idéologie capitaliste, la base du capitalisme, c'est le respect de la propriété privée. Oui. Une fois que vous dites aux gens, vous mettez l'argent dans ma banque, mais les jours où la banque est menacée, je prends. Oui. On est dans une logique confiscatoire. C'est vrai. Et à ce moment-là, on a un capitalisme qui détruit ses propres règles et qui viole ses propres codes. Oui, c'est vrai. Donc ça ne peut que effrayer les citoyens et enterrer son argent dans le jardin. En plus, si vous réalisez, alors pour le bail-in en tant que tel, de toute façon, c'est totalement incompétent parce que c'est des sommes. Si vous prenez la totale des dépôts, c'est même si vous prenez 100% des dépôts, vous n'allez pas sauver la banque. Je veux dire, c'est une fiction. C'est une fiction. Et on va vous dire, oui, mais rien que le fait qu'on l'annonce fait que la banque sera perçue comme plus solide. Non, mais attendez, voilà. Vous avez raison, c'est l'invitation au Bitcoin. Vous avez parfaitement raison. Oui. C'est dramatique ce truc. Donc on est comme on prépare un 29 dans le sens des bank runs, de créer, de démolir la confiance que les gens peuvent avoir
aux banques. En plus là, le cas où c'est posé en Italie, puisqu'il y a eu, le cas s'est demandé, donc il y a eu un bras de fer entre le gouvernement italien et les autorités. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que là, bon, je m'inscris un peu en faux par rapport à ce que vous avez dit, c'est que parce qu'il faut quand même voir que le paysage bancaire européen, il n'est pas identique dans chaque pays. L'Italie a 600 banques. C'est pas la France. La France, donc et en Allemagne aussi, il y a encore énormément les Landesbanken, etc. Donc effectivement, il y a une bande de technocrates dans la BCE et à Deutsche Bank et compagnie qui disent il y a trop de banques, donc ils disent voilà, il y a des banques zombies. Bon, c'est pas eux, hein. C'est toutes les petites banques qui ont prêté à l'économie réelle, qui sont à la peine parce que justement dans l'économie réelle, on peut plus gagner parce que tout est par terre. Donc c'est les non-performing loans, hein, alors en plus les critères sont différents dans chaque pays. En Italie, vous faites une fois défaut sur vos échéances, vous êtes classé NPL, voilà, parce qu'une fois vous n'avez pas payé votre mensualité. Donc déjà les critères pour savoir quel est. Donc il y a toute cette campagne contre les banques zombies. En fait, c'est les méga banques qui le font pour débarrasser les petits du plancher. Ouais, je suis bien d'accord avec vous. Il y a un point sur lequel vous... Non, parce que vous avez dit... Je n'ai pas compris ce que... Non, vous avez dit les grosses... comment dire... Effectivement, il y a... Non, on n'est pas... On est d'accord sur le fait que c'est ces grosses banques qui veulent, en fait, prendre le monopole sur tout. Et qui veulent laisser aucune place pour les petites banques qui sur le terrain peuvent faire un boulot absolument excellent. Donc là-dessus, on est tout à fait d'accord. Mais en Italie, c'est posé justement, je parle de ça parce que par rapport au bail-in, puisque ça représentait une partie de l'électorat de M. Renzi et du gouvernement italien, qui s'est fait élire par toutes ces petites banques. Alors ces petites banques ne sont pas parfaites, hein. En Espagne aussi. Ils ont dit aux gens, vous avez un livret d'épargne, ça rapporte rien, devenez actionnaire de la banque. Et donc évidemment, du coup, si la banque est en difficulté, maintenant ils peuvent confisquer les actions pour sauver la petite banque. Donc vous avez eu des suicides en Italie, vous avez des retraités qui avaient mis toute leur retraite en achetant des actions dans la petite banque. Donc c'est devenu une bombe atomique politique. Et le gouvernement italien a dit Bruxelles, BCE, allez vous faire foutre. Le bail-in, on le fait pas. Donc toute la loi Moscovici. Donc c'est inacceptable. Non seulement c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, qui fait que ça passe pas. Non seulement elle détruit totalement la confiance de l'institution bancaire, elle est inapplicable. Et même si on l'appliquait, elle ne marcherait pas. Oui, mais je suis d'accord. Donc dans le genre incompétent. Moi, j'ai jamais pris au sérieux cette histoire de fusion. Le seul avantage, c'est qu'on fait cotiser les banques. Mais en fait, c'est pas un avantage aujourd'hui, parce qu'en réalité, les banques ont considéré finalement que les cotisations sont à la hauteur de leurs dépôts. Pourquoi aller chercher des dépôts? Maintenant, ça devient embêtant. Vous voyez ce que je veux dire? Si on va payer des cotisations dessus. Donc, en fait, on fait tout pour décourager le métier bancaire, avec des ratios qui sont très lourds, qui sont devenus lourds. Moi, je considère qu'ils sont devenus lourds pour un vrai métier de banque, parce qu'effectivement, on a vécu avec des ratios qui n'étaient pas du tout aussi élevés et dans lesquels il n'y avait pas de problème, à partir du moment où les gens faisaient très attention à leurs clients. Les banquiers faisaient très attention à choisir leurs clients et à les surveiller. Aujourd'hui, les banquiers ne surveillent plus leurs clients, ils ne connaissent pas leurs clients, ils ne peuvent pas. Alors justement, j'ai une question par rapport à ça et pour vous adresser au grand public par rapport à ça, et je pense que c'est très intéressant de comprendre la démarche. On peut le dire, vous avez été au départ un avocat de la Banque universelle. Oui. C'est-à-dire d'avoir sous le même toit, ce qu'on a actuellement, la banque d'affaires et les banques de dépôt. Bien sûr, oui, j'essaie de... Puis vous avez changé d'avis, je ne sais pas si c'est le chemin de Damas, mais en tout cas, vous avez changé d'avis et vous défendez désormais, depuis plusieurs années, la séparation stricte des banques. Est-ce que vous pouvez expliquer aux gens en fait, ce qui a été clé dans votre changement d'opinion ou d'avis? C'est très vrai, ce que vous venez de dire est très vrai. En fait, j'ai travaillé pour une grande banque américaine qui s'appelait Bankers Trust. Et quand j'étais chez Bankers Trust, on était très heureux d'expliquer qu'on allait dynamiser vraiment le métier de banquier en ayant la possibilité de faire des tas de métiers que faisait pas la banque avant. Elle faisait du prêt, du dépôt, mais elle faisait pas de montage, elle faisait pas de swap, elle faisait pas mieux. Et c'est vrai que moi qui venais de l'industrie, j'étais ravi de leur apporter des idées pour
rendre les choses amusantes et développer des opérations particulièrement sympathiques et constructives pour le client. Et si vous voulez, on demandait à l'époque au Trésor, alors laissez-nous donc faire des actions, puisque regardez, on est très bon dans le crédit, etc. Ce qui est dramatique, c'est que les fonctionnaires à l'époque n'ont pas réfléchi, ils ne se sont pas dit qu'il y avait tout de même un problème par rapport à la garantie d'État qui est donnée implicitement au système bancaire, et ils ont finalement lâché tout. En 99, Clinton a signé la fin de la Siegel Act, et de la même façon, en France, ça a été lâché progressivement avec les réformes Bérégovoy, mais ça a pris du temps. Tout ça, c'est des trucs qui ont pris. C'est en 83, voilà, 84. Il y a plusieurs époques, mais globalement, ils ont tout lâché. Quand je me suis rendu compte de ça, je me suis rendu compte beaucoup plus tard, ayant créé un service pour les gestionnaires d'actions, je me suis rendu compte qu'en réalité, les gestionnaires d'actions ne votaient jamais aux assemblées générales. Ma compétence, c'était de leur expliquer comment il fallait voter. Et éventuellement, il fallait voter non de temps en temps, parce que malheureusement, j'observais que beaucoup de sociétés proposaient des résolutions qui n'étaient pas du tout très intéressantes pour les banquiers, mais qui n'étaient pas très intéressantes pour les actionnaires. Donc, vu du point de vue des actionnaires, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi est-ce que les institutionnels ne votent pas? Pourquoi ils veulent pas voter? Et je me suis rendu compte qu'une très grande partie de ces gens-là étaient en fait dans l'orbite bancaire. Et l'orbite bancaire, elle ne pense qu'à une seule chose, c'est de faire des opérations de banque d'affaires avec le dirigeant. Donc il n'est pas question de se mettre à mal avec le dirigeant. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette situation de conflit d'intérêts pas possible, dans lequel, sous prétexte qu'effectivement, on veut faire des affaires, de banque d'affaires avec le dirigeant, on va casser l'activité de gestion pour compte de tiers, c'est-à-dire de la gestion de l'épargne de nos épargnants, on va sacrifier nos épargnants pour notre business avec les dirigeants. Est-ce que je suis clair? Donc si vous voulez, j'ai constaté, de la même façon que j'ai constaté qu'ils étaient capables aussi de sacrifier leur activité même de prêt pour faire des opérations de banque d'affaires avec les dirigeants. Donc si vous voulez, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce métier qu'on a créé? Un métier où on a la garantie de l'État, et pour faire n'importe quoi, y compris des spéculations, etc. Bon, des spéculations abusives. Moi, je suis pas contre la spéculation. Je suis pour une spéculation raisonnable, mais pas n'importe quoi. Or, il s'est trouvé qu'on a vu, avec Kerviel, Kerviel, c'est un exemple qui est pas mal tout de même, mais il y en a eu d'autres. Il y a eu des Kerviel aussi dans d'autres banques françaises. Donc, s'il n'y a pas que, à JP Morgan, il y a eu la baleine de Londres. Enfin, on a vu des trucs absolument hallucinants. Donc, ça, ces trucs-là sont débiles. Il y a aussi des responsables qui n'ont jamais été sanctionnés, excusez-moi, mais ils n'ont pas été vraiment sanctionnés. Je suis désolé, monsieur Kerviel, on a voulu le condamner à 3 ou 5 milliards de dommages intérêts. Ça aussi, rien que ça, c'est tellement débile que ça mérite qu'on en rie. Bon, mais l'injustice de cette situation est dramatique. Donc, je me suis rendu compte que la Banque universelle est une grave erreur, que j'avais été responsable de l'avoir introduite en France. J'avais joué un rôle plutôt négatif finalement, puisque j'ai vendu ce concept. Je me dis, il faut réparer. Donc j'essaie de réparer avec vous. Merci. Alors, l'heure passe et on est déjà à une bonne heure d'entrevue. Vous posez une dernière question avant que vous puissiez nous présenter peut-être un ouvrage ou un livre ou un article ou quelque chose que vous conseillez aux gens de lire sur le sujet. C'est une question qui m'est parvenue donc d'Arnold. Je la lis. La séparation des banques, si elle est nécessaire, est-elle suffisante? En effet, depuis 1973, la création monétaire découle du crédit octroyé par les banques privées aux États, aux entreprises et aux citoyens. Pouvez-vous détailler le mécanisme de la création monétaire aujourd'hui et ne pensez-vous pas qu'il faudrait revenir au système de Bretton Woods avec, entre autres, le rôle de l'État pour ce qu'il appelle le crédit à moyen et long terme dans l'infrastructure, entre autres? Peut-être Karel pour commencer. Oui, ça fait plusieurs questions. Oui, c'est vrai qu'il y a 3 questions dans une. Non, tout d'abord, il n'y a pas de... Disons, ça n'a rien à voir avec Bretton Woods en tant que tel, qui a été c'est des accords d'après-guerre qui ont fixé et qui ont aussi en partie donc créé le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Là, on est dans la macroéconomie, on n'est pas au niveau français. Donc, effectivement, par exemple, là, j'ai commencé à regarder parce que un des sujets d'actualité, c'est la dette de la SNCF. Et je trouve que c'est quand même un peu gonflé d'accuser les cheminots d'être la base. La raison principale pour laquelle la SNCF est endettée, c'est le soi-disant super statut des cheminots qui n'en est pas vraiment un. Et donc, si vous regardez l'histoire, c'est effectivement à partir de 73, c'est-à-dire que jusqu'à 73,
en fait, la Banque de France a le droit de faire des avances au Trésor. Et donc, au Trésor, il y a toute une série de comptes, notamment, donc, il y avait le Fonds pour la modernisation de l'économie. À partir de 1955, tout ça, c'est devenu le Fonds pour le développement économique et social, qui finançait les grands plans d'équipement. Donc, évidemment, avec le commissaire au plan, parce que l'État était donc un État stratège. Et forcément, si l'État investit, il faut qu'il ait une vision, qu'il ait un plan, que c'est pas pour acheter des meilleurs vins de Bordeaux pour stocker dans le ministère. C'est quand même pour investir dans l'avenir pour les Français. Donc effectivement, avant 73, la SNCF était financée par notamment le Fonds du développement économique et social. FDES. FDES, oui. Oui. Alors il y a eu une tentative en 2013, je crois, de Montebourg. Montebourg a tenté de réactiver. Disons, le FDES a été supprimé en 96 par un arrêté ministériel. On a gardé un petit bureau au Trésor juste pour gérer les c'était un papiers. acte de discipline financière à l'époque. Ah, C'était comme ça qu'il faut le voir. Faut pas, En 96. Oui. Il y a vraiment une volonté de responsabiliser l'État sur sa propre dette. Alors, tous les moyens sont possibles. On a coupé les liens avec la Non, c'est-à-dire que pour les banques, c'est pas un problème. Hein. Là, on leur donne, on les encourage à s'endetter tant qu'il faut avec les garanties de l'État. Et quand c'est la SNCF, quand c'est les services publics, oui, non, mais je suis d'accord. donc c'est 2 poids 2 mesures. Là, Non, on va changer et transformer la SNCF en société anonyme. Ce sera plus une et donc épique. Montebourg Donc, réactive ça en donc, 2013. En 2013, Montebourg il se rend compte que vous avez des dizaines de PME, même des grosses PME de 400 personnes qui, à un moment donné, se retrouvent en difficulté énorme suite à la crise financière. Et justement, que tout l'argent qui vient, il leur permet pas de survivre. Parfois, vous avez des entreprises qui déposent le bilan simplement parce qu'il y a un problème de trésorerie immédiat. Les banquiers n'avaient pas besoin de ça pour vivre. Les banquiers français n'ont pas besoin de ça pour vivre. Ils s'en fichent. Voilà. Donc, alors, Montebourg, le FDES a été recapitalisé pour 300 millions. Donc, c'était une super ambulance. Maintenant, entre l'ambulance et le corbillard, moi, je préfère l'ambulance. Donc, ils ont sauvé un certain nombre d'entreprises. C'était trop tard, trop peu, et c'est certainement pas ce qu'il faudra faire aujourd'hui. Mais effectivement, il y a, dans l'histoire de France, ces outils de crédit public qui, le moment donné, dans un cadre où on fait la séparation bancaire et où on prend un certain nombre d'autres mesures, on pourra réactiver, si besoin, un certain nombre, parce que, évidemment, si vous prenez une infrastructure comme le train, c'est pas quelque chose où on peut espérer que les billets de train vont rembourser les investissements dans les infrastructures. C'est une infrastructure, c'est comme les écoles ou les hôpitaux, c'est quelque chose qui par effet induit crée une connectivité, une rentabilité dans l'économie. C'est parce que ça irrigue des territoires, ça permet des synergies au niveau et une unité quand même de la nation, qui elle, dans un deuxième temps, disons, tout ça, ça mérite un autre regard qu'un simple regard comptable. Oui, mais c'est très compliqué ce que vous voulez. Alors moi, d'abord, je voulais vous dire, le FDES est une chose, mais il y a eu beaucoup d'autres interventions de l'État, et c'est d'ailleurs assez heureux. Je partage votre opinion sur le fait qu'il n'est pas anormal que l'État ait une activité de financement de l'activité et heureusement qu'il y en a eu, parce que honnêtement, en 2008, 2009, 2010, s'il n'y avait pas eu l'État, il y aurait eu une telle casse de chômage absolument incroyable, puisque les banquiers n'étaient plus là. C'est pas compliqué. Donc, si vous voulez, le fond de la chose, c'est que, heureusement qu'il y a ces financements d'État. Maintenant, la frontière est compliquée. C'est un truc difficile, si vous voulez. Je voudrais pas qu'on mélange l'histoire de la SNCF avec ce débat. Je voudrais pas qu'on mélange le débat sur la SNCF, qui en soi est un débat passionnant, mais qui est pas notre sujet, si vous voulez. Mais c'est vrai qu'il y aura toujours une problématique pour dire ça, c'est un truc d'un intérêt général très important, dans lequel dans lequel le privé va pas gagner son argent, etc. Moi, ma thèse, si vous voulez, je veux revenir au centre de notre idée, c'est que si on sépare les fonctions bancaires, on va avoir des banquiers qui vont être là pour financer, qui vont demander à faire des prêts, parce que sinon, ils n'auront pas de bonus, ils n'auront pas même de revenus. Donc, ils vont demander à pouvoir prêter à des trucs intéressants. Ils vont réfléchir, ils vont avoir des services d'études. Il n'y a plus de services d'études dans les banques.
Oui. Aujourd'hui, vous pouvez demander à une banque ce qu'elle pense de la SNCF ou de la rentabilité des lignes, ils n'ont aucune notion. Mais même sur il y a plus d'analyse financière indépendante, il n'y a plus rien. Donc si vous voulez, les banquiers ne font plus le travail d'analyse de l'économie qu'ils avaient autrefois, puisque de toute façon, ils ont autre chose à faire que de reprêter de l'argent à des risques qui n'en sont pas. Bon, c'est pour faire simple. Hein. Donc on a été critique là-dessus. Donc je voudrais juste répondre là-dessus en disant, moi, à l'auditeur qui pose cette question, je pense qu'il est légitime qu'il y ait tout de même dans notre économie une partie de financement public destiné aux infrastructures. Là, je suis d'accord avec vous. Et la question sera de savoir à quel moment on s'arrête. Bon. Mais c'est pas ça notre sujet. Notre sujet, c'est de dire quel est le meilleur système pour financer l'activité privée. Et le meilleur système pour financer l'activité privée, nous pensons, vous et moi, que c'est un système beaucoup plus indépendant de la garantie de l'État et en même temps beaucoup plus concentré sur son métier. C'est effectivement le prêt et le crédit, qui in fine d'ailleurs est couvert si l'épargne française va légitimement à des banques qui s'intéressent au financement de l'économie. On sera tout à fait ravis. Ça s'est très bien passé, de façon très différente, parce que dans le passé, il faut aussi situer les choses. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, les banques ne prêtaient pas à plus de 3 ans. Si vous savez ce que ça veut dire, c'est tout de même extraordinaire. Oui. Il fallait qu'il y ait le crédit national pour qu'elles aillent à 5-7 ans. Vous voyez, doctrine Germain. Donc j'étais dans l'industrie à l'époque. Bon. Et donc si vous voulez, dans l'industrie, je disais, mais les banquiers ne sont pas là pour prêter. Ben non, ils prêtent que s'il y a... Donc si vous voulez, ils ont fait des progrès. On a trouvé aussi un truc extraordinaire. Mais ça, je vous raconte, parce que c'est merveilleux. Vous pouvez pas savoir vous savez pas ce que c'est que des bases 2. Vous êtes trop jeune pour savoir ce que c'est que des bases 2. Mais des bases 2, ça fait multiplan. Ça vous dit rien, multiplan. Non. Multiplan, des bases 2, ça veut rien. Mais ce sont les ancêtres d'Excel. Vous voyez, Excel. Ah d'accord, Excel, oui. vous savez. Excel, produit Microsoft, tout le monde connaît. Mais avant, il y a eu plusieurs produits. Et ça a été des produits fantastiques. Brusquement, nous, financiers, nous avons vu l'avenir. Puisqu'on appuie sur un bouton, flouf, on avait immédiatement les additions qui se faisaient, vous savez, c'est extraordinaire. On n'avait pas ça avant, des outils, mais le LBO n'aurait jamais existé sans ça. Les LBO, le financement à effet de levier. Brusquement, ça a été rendu possible par l'existence de ces outils. Donc, heureusement, l'économie change. Bon, ça, c'est réjouissant. C'est pas une mauvaise chose. Par contre, il y a des tendances longues, et j'aime bien la réflexion, très honnêtement, la raison pour laquelle je soutiens Jacques Cheminade, parce que c'est un homme qui pense, c'est un homme qui réfléchit avec les éléments du passé, avec les éléments de l'avenir, avec une réflexion ouverte. C'est vraiment pour ça que j'ai du plaisir à être avec vous. Et le fait est que, dans les grandes constances, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que la partie, j'allais dire, étatique de notre financement est beaucoup trop importante et beaucoup trop irresponsable. Ça, on est bien d'accord là-dessus. Alors, concluons peut-être sur des ouvrages. Je crois que même vous êtes en train d'écrire. Oui, moi j'ai écrit. Je donne tout mon temps de parole. Non, il y a une question. Alors, si vous voulez, je fais un livre. J'ai lu la table de matière, ça m'a l'air vraiment très bien. C'est gentil. Non, en fait, c'est pas encore fini, mais ça va être un livre sur effectivement ce que j'appelle l'économie concentrationnaire. Parce qu'il y a un point qu'on n'a pas évoqué, c'est celui des GAFA aujourd'hui, ce soir. En fait, la problématique de la concurrence est centrale dans mon approche. Vous voyez, elle n'est pas du tout, c'est pas tellement la problématique de la sécurité ou du risque systémique. Dans mon approche, c'est la problématique de la juste concurrence. Parce que je pense qu'un système économique a besoin d'une juste concurrence. Et d'ailleurs, le problème des GAFA aujourd'hui, qui payent pas d'impôts, qui ont pris des positions colossales sur le contrôle de l'information, etc., c'est de la même nature. C'est-à-dire qu'on a affaire à une situation qui devient problématique dans la publicité, par exemple. Enfin, c'est extraordinaire, la part des GAFA dans le monde. Donc, on a des problèmes de concurrence. De la même façon, les banques sont devenues incontournables avec la garantie de l'État sur beaucoup de secteurs. C'est pas normal, et je pense qu'il faut rectifier la concurrence. Donc, mon papier sur le système bancaire universel, que je pourfends avec vous, et avec l'espoir que on réfléchira à effectivement une vraie scission intelligente, est fondé vraiment sur une analyse aussi de l'efficacité et des conditions d'efficacité. Et on se rapporte tout à fait justement à ces points de responsabilité que vous avez exposés. Il sort quand votre livre ? Ah, allez, on va se donner un petit... septembre. Allez, septembre. Voilà, on se donne du temps. Là. D'accord. Mais c'est... Très bien. Ben, merci à vous, merci à ceux qui nous ont suivis. Et donc, je rappelle que c'est du grain à moudre, c'est des discussions entre vous ensuite. Vous pouvez continuer à poser vos questions également, on y reviendra par la suite en dehors du direct. Mais en tout cas, le 17 et 18 mars prochain, donc d'ici 3 semaines,
On propose à tous ceux qui veulent profiter des premiers rayons de soleil et peut-être d'une température un peu plus grande, une signature en direct de la pétition pour la moralisation de la vie bancaire. Et voilà, ce qu'on vous propose d'aller faire, c'est d'aller aux abords des marchés, peu importe où il y a du monde, pour leur faire signer donc la pétition pour la moralisation de la vie bancaire, et trouver dans le tas les quelques perles qui veulent aller avec vous rencontrer votre député ou votre sénateur pour lui proposer donc de soutenir cette proposition de loi pour la séparation des banques. Merci à vous et puis peut-être à bientôt. En tout cas, c'était très enrichissant et peut-être qu'on verra pour la suite si on veut réitérer ce genre de rendez-vous. Mais en tout cas, c'était très très. Merci de votre accueil. Merci surtout. Bonne soirée. D'être venu.